Merci de l'invitation. C'est vraiment un plaisir pour moi de me retrouver encore une fois sur les bancs de l'ESG, même si c'est de façon virtuelle. Donc, on aura une présentation qui va durer une trentaine de minutes, puis il me fera plaisir d'essayer de répondre à vos questions. Je salue les collègues du réseau de la santé et des services sociaux. Il y en a à peu près une douzaine qui sont en ligne. Alors, je les félicite d'avoir choisi le MBA de l'UQAM. Je pense que parmi tous les programmes de maîtrise qui sont disponibles, vous avez fait un excellent choix. Je salue aussi deux anciens professeurs, Dr Prosper Bernard et Dr Robert Desmarteau. Et auprès du Dr Desmarteau, je m'excuse d'avance parce que je vais écorcher certains des concepts qui nous enseignaient, il est vrai, dans les années 1990. Alors, prochaine diapo. Alors, aucun conflit d'intérêt dans cette présentation, si ce n'est le fait que je vais faire état de ma perception personnelle des événements qui se sont déroulés depuis la fin de l'année 2019. Et en tant que PDG du réseau, donc bien entendu, il est peut-être possible que certains de mes collègues PDG ou sous-ministres pourraient ne pas être totalement en accord. J'ai aussi un devoir de réserve, donc il y a certaines choses que je ne pourrais pas partager, mais je vais essayer d'en partager le plus possible. Un PDG du réseau de la santé, c'est en effet un détenteur d'un emploi supérieur de la fonction publique québécoise qui est nommé, renouvelé ou congédié par le Conseil des ministres. La prochaine. Alors, on va faire un bref rappel de l'historique de la pandémie. Rappel de la structure du réseau de la santé et le rôle du Centre universitaire de santé McGill à l'intérieur de cette structure. Et on va parler du mode de gestion qui est celui du mode de gestion de crise qui a cours depuis le 13 mars 2020 au CUSUM et dans la plupart des établissements. Finalement, on va vouloir parler des facteurs critiques de succès. Puis, cela sera suivi d'une période de questions-réponses. Prochaine diapo. Alors, à la fin de l'année 2019, et c'est vraiment durant la période des fêtes, là, hein, les premiers rapports, ça sort dans la période de Noël, entre Noël et le jour de l'an, ce qui fait que ça n'attire pas l'attention d'énormément de gens à ce moment-là. Il y a des cas en Chine de pneumonie atypique. On n'en sait pas plus que ça. Il y a des rumeurs qui circulent comme quoi il y aurait des milliers de personnes qui sont malades, que le système de santé voit sa capacité complètement dépassée. Qu'on a installé des hôpitaux de fortune, mais on n'en sait pas plus que ça. Il y a des lanceurs d'alerte qui se manifestent puis qui se rétractent. Il y en a même un qui va décéder de la COVID par la suite, un médecin chinois dans la ville de Wuhan. Et donc, je pense que le fait que ces manchettes-là soient sorties dans le temps des fêtes, ça n'a pas aidé notre préparation pour la pandémie parce que je pense qu'on n'était pas au niveau d'alerte usuel. Puis quand je dis nous, je pense que c'est l'ensemble de la société occidentale, pas seulement au Québec, parce que dès le 20 janvier, à peu près 27 janvier, en Europe, la situation s'était détériorée. On était témoin d'un très grand nombre de cas dans certaines régions de l'Europe, en Italie, en France, particulièrement dans la région d'Alsace. Et le système de santé est débordé à ce moment-là. En Italie, on fait des choix. On décide, puis je vais revenir un petit peu plus tard dans la présentation. On a des protocoles de triage. En fait, il n'y a pas de protocole de triage. Donc, c'est les médecins sur place dans les hôpitaux qui doivent faire des choix excessivement difficiles, choisir quels patients iront aux soins intensifs, quels patients auront droit à un respirateur après avoir été intubés. Et donc, c'est une situation dont on est mis au courant par les médias et on se dit il y a quelque chose qui se prépare, qui s'en vient. À partir de ce moment-là, on sait que la pandémie, ce n'est pas une question à savoir si oui ou non il y aura une pandémie qui va atteindre le Québec. La question, c'est quand est-ce que ça va frapper le Québec. Alors, c'est assez tranquille pendant un petit bout de temps au Québec. Le premier cas survient aux alentours du début mars. Le deuxième cas est à Mont-Laurier. J'en sais quelque chose parce que mon épouse, qui est médecin, a traité ce deuxième cas-là. Elle a dû aller en quarantaine par la suite. Donc, et là, le nombre de cas augmente et finalement, le 14 mars 2020, l'état d'urgence est déclenché au Québec. Et donc, on passe en mode de gestion de crise et je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Par la suite, de mars à juin, c'est vraiment la première vague de la COVID.
C'est une vague qui se distingue de la deuxième par certaines caractéristiques, j'y reviendrai tantôt. C'est le grand nombre de morts qu'il y a dans nos CHSLD en particulier. Dans la première vague, ce sont surtout les personnes très âgées et les gens dans les CHSLD qui sont affectés. Alors, pour la population en général, c'est point marqué. C'est pas aussi marqué. Il n'y a pas encore toute la transmission communautaire avec le grand nombre de malades qu'on a. En plus, les tests sont limités, ce qui fait que les statistiques sont plus ou moins valables. Par exemple, ce matin, dernier décompte, on compte 277 000 personnes avec un diagnostic démontré au laboratoire de COVID-19 au Québec. De ces personnes, 20 000 à peu près, soit 7 ont été hospitalisées. Et 10,2 000 personnes sont décédées de la COVID pour un pourcentage de 3,7 Donc, en ce qui concerne le 7 des hospices, le 3,7 des décès, probablement que ce sont des surévaluations parce que durant la première vague, on n'avait pas accès aux tests durant les premières semaines, puis ensuite, nos capacités étaient limitées, ce qui fait qu'on a certainement manqué un grand nombre de tests COVID. Et ça change peut-être un peu le portrait épidémiologique en nous faisant surestimer ce qui s'est passé dans les CHSLD et chez les personnes âgées par rapport à la population en général. À partir de juin, on a une pause vraiment jusqu'à la fin septembre, jusqu'en octobre en fait. Deuxième moitié d'octobre, le nombre de cas commence à augmenter et à partir de novembre, on est vraiment dans la deuxième vague de cette pandémie. Jusqu'à maintenant, alors, ce matin, pour la première fois, on est en bas de 900 nouveaux cas. On a 728 cas seulement, alors que la moyenne mobile des 7 derniers jours est à 966. Et donc, il y a une diminution du nombre d'hospitalisations encore, surtout marquée au cours des derniers jours. On termine donc la deuxième vague. Et la grande question, c'est y aura-t-il, oui ou non, une troisième vague? Sera-t-elle causée par les variants? Et quand va-t-elle survenir? Est-ce qu'elle va survenir au printemps, avant qu'on ait le temps de vacciner un grand nombre de personnes? On est un peu en retard au Québec par rapport à d'autres juridictions. Ou est-ce que ça ira à l'automne? Donc, c'est dans une pandémie, il y a généralement plusieurs vagues. Il y a une première vague qui est généralement pas la plus importante. La deuxième vague est souvent la plus importante. La troisième vague est d'ampleur un peu moindre. C'est ce qu'on a vécu aussi en 1918, 1919, avec ce qu'on a appelé la grippe espagnole, en fait, qui était originaire du Kansas aux États-Unis. Donc, le début de la vaccination, écoutez, c'est survenu beaucoup plus rapidement qu'on l'attendait, de façon très surprenante. Et développer un vaccin, généralement, c'est 5 à 6 ans. Là, on l'a fait à peu près en 7 ou 8 mois. Le vaccin a été séquencé, je vais y revenir tantôt, assez rapidement. Et les vaccins sont apparus en décembre. Et on a eu les premiers projets pilotes au Québec, 2 CHSLD, un à Montréal, Maimonides, et un à Québec, dont les résidents ont été les premiers à être vaccinés, ainsi que le personnel de ces CHSLD-là. Le dernier élément sur lequel je vais insister aujourd'hui, c'est la toute récente décision de la Commission nationale de l'équité en santé et sécurité au travail sur la protection contre les aérosols. Ça date à peine d'une dizaine de jours. Et dans le fond, ce serait intéressant je pense, pour illustrer les différents mindsets, les optiques entre des professions différentes que sont les médecins, les épidémiologistes et les ingénieurs. Alors, la prochaine diapo va nous montrer un bref retour sur la structure simple du système de santé québécois. La prochaine. Alors, c'est une caricature de Girard, bien entendu, mais l'organigramme qui est en dessous, là, il est bon. C'est vraiment l'organigramme de la santé et des services sociaux. Cette caricature-là, souvent, on dit que les caricatures révèlent des choses profondes, importantes. Vous voyez qu'en haut, à la tête de cet effort-là, il y a le docteur Horacio Arruda, qui est directeur national de la santé publique. Donc, le rôle très important de la santé publique dans cette pandémie. Et ensuite, le rôle politique de la ministre de la Santé, Mme Danielle Mécan à l'époque, et du premier ministre François Legault, qui est excessivement impliqué dans les décisions au jour le jour. Le PM est très impliqué dans ce qui se passe. Et je veux juste rappeler que le 22 juin 2020, la même journée, on a eu un changement de ministre et on a eu un changement de sous-ministre au ministère de la Santé et des Services sociaux, qui est de loin le plus gros ministère. Et ça n'arrive pas souvent.
qu'on change deux personnes en même temps, deux personnes clés comme ça en même temps la même journée. Et je pense que c'était une décision du premier ministre. Je ne peux pas le confirmer, mais je pense que c'était vraiment ça. Allons-y à la prochaine diapo. Alors, vous savez, dans le réseau de la santé, on a beaucoup d'acronymes. Vous en aviez un dans la première diapo. Qu'est-ce que c'est que le RUIS? C'est le réseau universitaire intégré de santé et de services sociaux. C'est un réseau par lequel les 4 facultés de médecine sont en soutien à l'ensemble des régions du Québec. Alors, je suis président du RUIS de l'Université McGill. Je n'ai pas eu à faire campagne. La loi stipule que le président d'un RUIS, c'est le président de son principal CHU. Donc, par définition, en devenant PDG au CUSUM, je suis devenu président du RUIS de l'Université McGill. Il y a d'autres acronymes, les CIUS et les CIS. Donc, les CIS sont les centres intégrés de santé et de services sociaux. Donc, ce sont en fait les autorités territoriales dans chacune des régions du Québec, sauf dans les régions où il y a une faculté de médecine qui offre le premier cycle du cours de médecine, où ce sont des CIUS, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux. Il est à noter que dans la première mouture du projet de loi qui avait été déposé par le Dr Gaétan Barrette en septembre 2014, on parlait alors du Centre régional intégré de santé et de services sociaux. Mais je pense que quand on a vu l'acronyme apparaître, on a fait sauter le R. Alors, on est passé lors de cette réforme-là que certains ont qualifié d'une réforme radicale, elle l'était, à toucher à la structure et puis aussi la culture des établissements, parce qu'elle intégrait toutes les fonctions du réseau de santé et des services sociaux à l'intérieur d'une seule organisation pour la plupart des régions. Alors, on est passé de 182 à 34 établissements. Donc, on est Pareto 80-20, ben là, on est resté avec le 20, puis on a mis le 80 de côté. Les régions nordiques, ce sont les régions où on a soit des peuples des Premières Nations, les Inuits, ou encore la baie James. Donc, il y en a 5 régions nordiques. Il y en a 2 au Nunavik. Il y en a 2 à la baie James, un pour la population Cree, une pour la population blanche. Et il y en a un autre sur la côte nord. Donc, les non-fusionnés. Alors, le CUSUM est un non-fusionné. Essentiellement, ce sont des institutions qui ont un rôle bien défini dans le réseau de la santé, qui n'ont pas de responsabilité territoriale. Pour la plupart, ce sont des institutions spécialisées universitaires. Il y en a 7 au Québec, dont 5 à Montréal. Donc, à Montréal, il y a le CUSUM, le CHUM, l'Institut de cardiologie de Montréal. Il y a l'Institut Philippe Pinel et l'Hôpital Sainte-Justine. Et à Québec, il y a l'Institut cardio-pulmonaire, l'Institut de Québec pour le cardio-pulmonaire et le CHUL, bien entendu, le CHUC, Centre hospitalier universitaire de Québec. Il y a 9 CIUS et 13 CIS. Donc, qu'en est-il de cette réforme Barrette-là? On va passer à la prochaine diapo. Elle a été très critiquée. Encore aujourd'hui, c'est une caricature de Girard à l'époque, comme quoi le ministre s'arrogeait un pouvoir de centralisation et de décision qui était excessivement important. C'est le reproche qui est fait. Aujourd'hui, doit débuter s'il n'y a pas eu un recours devant les tribunaux, l'enquête du coroner sur ce qui s'est passé dans les CHSLD. Et une des choses qui va être mentionnée, c'est que les établissements sont rendus gigantesques, qu'on a perdu le contact avec les différents milieux. Certainement que ça va être mentionné. Il y a une enquête aussi, un rapport sur les centres jeunesse, la gestion des services d'aide à la jeunesse qui va être publié à l'automne ou un peu plus tard cette année, qui va conclure à la même chose, que les CIUS, les CIS sont rendus trop gros. Alors, c'est certain qu'on peut mettre ça d'un côté, mais d'un autre côté, je vous dirais qu'un des grands enjeux qu'on a eu durant la première vague, ça a été la coordination des services. Alors, je ne fais que poser la question, comment ça aurait été avec cette coordination si au lieu d'avoir 34 établissements, on en avait eu 182. Donc, c'est une discussion pour une autre présentation, à savoir si la réforme de 2015 était mal avisée ou non, ou si elle était trop radicale. Un des perdants de la réforme de 2015, je pense, ça a été la santé publique. J'ai déjà mentionné Centre jeunesse, j'ai déjà mentionné CHSLD. La santé publique a vu ses effectifs réduits, ses budgets réduits en 2015. Et ça, je pense que ça a peut-être contribué à la situation difficile qu'on a eue au Québec durant cette pandémie. J'irai à la prochaine diapo.
Alors, le CUSUM, quelle est sa mission? Essentiellement, comme tous les hôpitaux universitaires, il y a 4 volets de mission au CUSUM. Donc, d'abord, des soins axés sur le patient. La plupart du temps, ce sont des soins très spécialisés. On est dédié particulièrement au traitement des cas complexes qui ne sont pas traités dans le restant du réseau québécois de santé ou traités de façon différemment ou en plus petit volume. Donc, les services médicaux surspécialisés. Deuxièmement, la recherche. Le CUSUM a le plus grand centre de recherche lié à un hôpital au Québec avec un budget annuel de 200 millions de dollars. Et donc, la recherche est excessivement importante. Vous avez vu depuis le début de la première pandémie, de la première vague de la pandémie, comment les experts du CUSUM étaient présents dans les médias, nos virologues, etc. L'enseignement, bien entendu, à l'ensemble des professionnels de la santé et à la communauté. Puis l'évaluation des technologies et des nouveaux médicaments. Donc, ce sont les 4 autres du CUSUM. Quelques chiffres sur le CUSUM. Alors, j'aimerais peut-être rappeler, puis peut-être au bénéfice de nos collègues du CHUM qui sont en ligne, que le CUSUM est le plus grand hôpital universitaire du Québec, avec environ 12 000 employés, 1 600 médecins, 3 800 étudiants et stagiaires par année, avec un budget annuel d'environ 1,2 milliard de dollars. On dispense des services cliniques sur 3 sites principaux, donc l'Hôpital général de Montréal, l'Hôpital neurologique de Montréal et le site Glenn, où on retrouve l'ancien Royal Victoria, qui est un hôpital adulte, le Montreal Children's, l'hôpital de Montréal pour enfants, et l'ancien hôpital thoracique de Montréal, qui sont regroupés sur le même campus. Nous avons aussi d'autres pavillons où on a des cliniques externes, des services administratifs, certains services cliniques sur la rue Atwater, mais en gros, c'est un portrait de l'organisation que je dirige. La prochaine, s'il vous plaît. Alors, j'ai parlé tantôt du mode de gestion de crise. Donc, le 13 mars, nous avons ouvert le centre des mesures d'urgence du CUSUM. Et ce centre-là est resté en opération depuis. Donc, au début, c'était des rencontres en personne. Rapidement, on s'est rendu compte que s'il y avait une éclosion au centre de coordination des mesures d'urgence, il y aurait un problème. Donc, maintenant, ces rencontres-là se tiennent en virtuel à une fréquence qui est dictée par l'état de la situation pandémique et épidémique à Montréal. Donc, au début, c'était 2 fois par jour, 7 jours par semaine. Maintenant, on est à 1 fois par jour et on pense à diminuer à 3 fois par semaine, peut-être à partir de cette semaine. Donc, quelles sont les fonctions qui sont représentées autour de la table? Alors, je vais les prendre en commençant en haut puis en faisant le tour en haut à gauche. Donc, il y a le secrétariat du CCMU. Les directives sortent dès la fin de la réunion. On relaie les directives ministérielles. Donc, le soutien administratif est excessivement important. Ensuite de ça, Mme Salomone s'occupe des communications. Je vais y revenir tantôt. Les communications sont capitales. Martine Alfonso, c'est la PDG adjointe, donc, comme diraient les anglophones, my deputy. Elle est le numéro 2 de l'organisation et elle anime cette table. Madame Patricia Lefebvre, c'est notre direction générale adjointe. Elle s'occupe des équipements de protection individuelle et est en charge de vaccination. Docteur Siderovitz, que moi, je ne vois pas là, parce qu'il y a dessus, il y a une icône là, qui est là, Dr. Siderovitz, en directrice médicale, directrice du nursing, directrice des autres professions. Au milieu, la personne toute souriante, c'est la coordonnatrice des mesures d'urgence. Les ressources humaines, la dame à droite, Mme Dubé. Le directeur des services professionnels du côté enfant, Dr. Robert Bynes. Dr. Eva Raïda, une spécialiste en maladies infectieuses. M. Caprio, le responsable des laboratoires. Dr. Earl Rubin, spécialiste de maladies infectieuses. Dr. Charles Frenette, officier de prévention et de contrôle des infections. Madame Ramona Rodriguez, officière de prévention et de contrôle d'infection. Dr. Hélène Khalil, directrice de l'enseignement. Monsieur Pierre-Marc Legris, notre directeur des services techniques. Il y a des personnes qui ne sont pas là. Généralement, je suis là. Ils ont pris la photo une journée où je n'étais pas là. Je ne sais pas pourquoi exactement. Alors, donc, la gestion de crise se fait comme ça, à fréquence variable. On a une équipe qui est très, très forte au CUSUM. J'aimerais rappeler à tout le monde que chaque fois qu'on engage un gestionnaire, et d'autant plus si c'est un cadre supérieur, un directeur, on façonne l'avenir de l'organisation. Prenez pas à la légère les processus d'embauche, de dotation, de recrutement. C'est en bâtissant une équipe forte qu'on obtient une organisation qui est forte. Puis ça nous permet, comme PDG, de travailler moins fort aussi.
Donc, moi, je suis un peu paresseux de nature. Donc, d'avoir une équipe excessivement forte autour de moi, ça me permet de travailler moins fort. On va aller à la prochaine. Peut-être, vous avez remarqué déjà qu'il y a plusieurs spécialistes de la prévention du contrôle des infections qui sont là. Puis c'est normal parce que, dans le fond, cette situation de crise, elle est de nature infectieuse, virale, épidémique et pandémique. Donc, les gens qui doivent être assis autour de la table, qui doivent dicter la plupart de nos décisions, 80-20 encore, c'est les gens de prévention et de contrôle des infections. Ce n'est pas toutes les organisations qui ont fait ce choix-là et certaines ont payé pour ça. Il y en a pour qui les officiers de prévention étaient consultés aux besoins, ne participaient pas à la cellule de crise, alors que je dirais que 80 puis peut-être plus de nos décisions ont été prises par nos consultants en PCI. Souvent, ils ne s'entendaient pas entre eux autres parce qu'ils sont 4 ou 5, vous l'avez vu. On les envoyait en caucus en leur demandant de nous revenir avec une recommandation consensuelle et cette recommandation-là était appliquée. Il y a eu, en 2005, un rapport qui a été écrit par M. Léonard Aucoin suite à plusieurs centaines de décès au Québec causés par une bactérie qui s'appelle le Clostridium difficile. Il y a eu plus de 100 morts au CHUS à Sherbrooke, à l'hôpital universitaire. Il y a eu une cinquantaine de morts à Honoré-Mercier à Saint-Hyacinthe. Et il y a eu une commission d'enquête présidée par M. Aucoin. Et celui-ci a émis des recommandations. Vous pouvez encore trouver le rapport Aucoin sur le site du ministère de la Santé et des Services. Il est toujours là. Donc, moi, j'ai essayé de schématiser à l'époque dans un milieu où je travaillais, où on avait des difficultés de compréhension, un peu avec l'équipe de prévention des infections sur leur rôle, responsabilité. J'ai essayé de créer une matrice pour expliquer ça. Alors, quel serait leur rôle et leur autorité qui, bien entendu, se déclinent différemment selon les situations. Alors, bien entendu, ici, si je prends l'axe des Y, on n'est pas en mode de prévention, on est en pleine pandémie, il y a des milliers de personnes qui sont malades, on est en phase de contrôle. Et est-ce que c'est une situation urgente localisée ou versus une situation complexe nécessitant la part de plusieurs secteurs? Bien entendu, on se retrouve dans le cadran numéro 1 où on gère en cellule de crise et il y a une participation active et importante à la prise de décision de prévention et de contrôle de l'infection. J'avais écrit à l'époque, exemple, parce qu'on était en 2009, la pandémie de H1N1 de 2009. Bien entendu, là, maintenant, on est à la COVID. Il y a beaucoup d'organisations qui ont oublié ces recommandations-là et malheureusement, ces organisations-là et leurs patients en ont payé le prix. La prochaine. Alors, les crises. Je veux tout de suite commencer peut-être à définir le terme crise, parce que je pense que c'est un terme qui est très galvaudé. Alors, probablement que c'est la même chose aujourd'hui, mais moi, j'ai appris au MBA qu'une crise, ça survient quand une situation imprévue perturbe de façon marquée le fonctionnement d'une organisation. Dans le réseau de la santé, on est toujours en crise. On est en crise parce qu'on n'aura pas de personnel cet été, on ne passera pas l'été, on est en crise pour ci, on est en crise pour ça. Mais être réellement en crise, ça n'arrive pas si souvent que ça. Mais je peux vous dire que depuis le mois de mars, il y a eu plusieurs épisodes de crise. Et le premier, vraiment, ça a été la question des équipements de protection individuelle. Donc, personne n'a vu venir. Hein? Et donc, en janvier, février, on a entendu parler de ce qui se passe en Europe. Les gens ont commencé à regarder ce qui existait au Canada en termes de masques, de procédures, de masques N95, de protection visuelle, de gants, de jaquettes. Et au malheur, on s'est rendu compte que notre capacité industrielle de production était quasi inexistante au Canada parce qu'on avait donné ça en impartition à des pays du tiers-monde, en particulier la Chine qui n'est plus un pays du tiers-monde, mais d'autres pays du tiers-monde, le Vietnam, d'autres pays, la Chine qui est un gros joueur. Dans le fond, le discours des années 2000, puis là, c'est là que je fais un petit rappel à Dr. Desmarteau, hein, faire ou faire faire, quelles sont nos compétences distinctives. Oui, mais peut-être qu'on est allé un peu loin avec l'outsourcing, dans la fabrication, la logistique, les approvisionnements, le just-in-time, et puis peut-être qu'on n'a pas eu la vitesse de réaction. Alors, ça a été excessivement difficile. Ça a été vraiment une crise. Je veux juste vous rappeler les cargaisons qui ont été volées sur le tarmac ou rachetées à plus haut prix en Chine, des cargaisons qui s'en venaient en France, qui s'en allaient au Canada. Je vous rappelle l'armée française qui a escorté les livraisons de pays quand ces livraisons-là sont atterries en France. Alors, ça a été
une grande anxiété. Ça arrive toujours le vendredi soir. C'est généralement au CCMU du vendredi soir qui se termine à 6 heures, où on se faisait dire on n'a plus de N95 ce week-end. Même si à ce moment-là, les week-ends même si à ce moment-là, les N95 étaient réservés à un certain nombre de procédures bien précises, je vais y revenir. La même chose avec les jaquettes. Hier, je disais dans la presse qu'il y a des endroits où ils ont mis des sarraux avec une serviette autour du cou, il n'y avait plus de jaquettes. Les gants, on n'en a pas manqué, ça a été serré. Les masses de procédures. Il y a eu beaucoup de fraude. Hein. J'ai un collègue qui a perdu son travail la semaine dernière en Colombie-Britannique. On lui reproche beaucoup de choses. C'est un ancien collègue du réseau québécois. On lui reproche beaucoup de choses, mais une des choses qu'on lui reproche, c'est d'avoir acheté pour 6,7 millions de dollars d'équipements qui étaient des faux en Chine via un distributeur montréalais. Donc, ça a été, je dirais, notre première case en avril et mai. Elle a été difficile. Elle a causé énormément d'anxiété, de tension, parce que chaque association professionnelle de chaque spécialité ont émis des normes pour leur spécialité ou, comme par hasard, on avait besoin d'un N95. Donc, il a fallu tenir le phare sur l'évidence scientifique. Je vais y revenir tantôt. Prochain. Alors, l'accès au vaccin, ça a été aussi une crise plus récente. Celle-là date du mois de janvier. Et vous savez, on est encore dedans parce que si vous regardez les statistiques au Canada d'accès au vaccin par rapport à d'autres pays, on est de façon évidente en retard. Il y a des bonnes nouvelles toutes fraîches de ce matin. Là. Les livraisons vont s'accélérer. Et il y a eu des enjeux d'équité d'accès au vaccin entre les régions, entre les établissements et aussi par rapport à l'épidémiologie. Entre les régions, le gouvernement fédéral reçoit des vaccins, il les distribue au prorata de la population entre les provinces et ça, c'est correct. Mais quand on arrive à la distribution à l'intérieur d'une province, il faut changer. Là, on n'est plus sur un mode populationnel, on est sur un mode de priorité de vaccination. Et au Québec, c'était les personnes âgées en CHSLD et le personnel de la santé et des services sociaux. Or, Montréal a un pourcentage plus élevé et ça nous a pris un petit bout de temps pour se rendre compte qu'on n'était pas capable de suivre parce qu'on ne recevait pas le nombre de vaccins pour tenir compte de ça. C'est maintenant réglé. C'est réglé aussi dans l'interrégional. On tient compte de ça. À l'intérieur de Montréal, on a fait le travail entre les établissements. Ça, c'est maintenant réglé. Ce qui reste, c'est l'équité épidémiologique. Je suis heureux d'annoncer. Mais en fait, j'ai appris ce matin qu'à partir de la semaine prochaine, il y aura un gros coup qui serait donné à l'équité épidémiologique parce que Montréal, Laval et la Montérégie sont vraiment les foyers d'éclosion. Alors, donc, les vaccins, c'est la même chose. Hein? On a, au Canada, vous savez que notre capacité de production de vaccins, c'est 0. Alors qu'on a tout le know-how, on a toute la science, les virologues sont tous ici aux États-Unis, mais on ne fait pas de vaccin. Donc, Pfizer nous vient de Belgique. Ce n'est pas une chaîne qui est très, très lean. Il y a 8 atterrissages et décollages de l'avion entre la Belgique et le Canada. Ça passe par l'Allemagne, 2 endroits, 3-4 places aux États-Unis. Ça finit au Canada, ça finit à Québec et à Montréal. Donc, encore une fois, le GIT, les compétences distinctives, le faire ou le faire faire dans les vaccins, on va devoir revoir ça. Voilà, on va aller à la prochaine. L'autre chose qui a fait couler pas mal d'encre, c'est le protocole de triage en surcapacité. Cette question qu'on aurait des protocoles dans chacun des hôpitaux au cas où on atteindrait la capacité maximale de nos unités de soins intensifs. Les respirateurs ne sont pas un problème ici au Canada, au Québec. Ils l'ont été en Italie, ils ne le sont pas ici. C'est vraiment le personnel qui est le goulot d'étranglement. Donc, vous avez les 2 vagues. En jaune, l'hospitalisation. En orange, les soins intensifs. Alors, vous verrez que la deuxième vague n'a pas dépassé la première vague, donc on ne s'est jamais rendu là. Il y a beaucoup de gens qui sont insurgés contre ça. Pourquoi est-ce qu'on était pour faire des choix? On n'avait rien qu'à traiter tout le monde. En fait, si on avait atteint la pleine capacité des soins intensifs à Montréal, puis dans les régions avoisinantes, puis même ailleurs au Québec, là, les Français ont envoyé des Alsaciens se faire traiter en Loire, puis en Allemagne. Donc, on aurait pu envoyer des patients un peu partout dans le réseau. Donc, en fait, on n'a jamais été prêt d'utiliser ce protocole de triage en surcapacité, mais il fallait se préparer. Et c'était des critères qui étaient, c'est certain que c'est des décisions difficiles, mais il y avait eu un excellent travail de fait si on s'était rendu là. Écoutez, on ne connaît pas l'avenir. Est-ce qu'une troisième vague avec des variants sera pire que la deuxième? On l'espère que non. Donc, ça, c'est une crise qui ne s'est pas matérialisée.
le prochain, puis j'achève, on va être bientôt en mesure de prendre des questions. Ça, c'est tout nouveau. C'est intéressant parce que la directive de la Commission nationale sur l'équité en santé et sécurité, basée sur le principe de précaution, ça, c'est un élément de la loi, là, hein, c'est dans la loi. La CNESST, quand ils gèrent, ils doivent gérer selon le principe de précaution. Ils font leur travail. Mais en même temps, la CNESST et leurs inspecteurs, c'est un monde d'ingénieurs. Tandis que les gens de la prévention des infections et les cliniciens, c'est un monde de docteurs. Fait que c'est deux visions du monde qui sont différentes. Donc, il y a une décision où maintenant, partout où il y a plus qu'un patient qui a la COVID, on doit porter des N95 partout. Tout le monde qui est en contact pendant plus de 15 minutes et à moins de 2 mètres, essentiellement, c'est l'ensemble des soignants. Donc, c'est une norme administrative qui a préséance sur les directives de santé publique et du ministère de la Santé et des Services sociaux, à part en cas d'émission d'un décret par le directeur national de santé publique, ce qu'il n'a pas fait. Il l'avait fait à la première vague en réservant les N95 aux procédures qui génèrent des aérosols, l'intubation d'un malade en insuffisance respiratoire, une réanimation cardio-respiratoire, une chirurgie thoracique ou du larynx, une toilette bronchique ou d'une trachéostomie. Ça produit des aérosols, on portait des N95. On parle de N95, en fait, ce sont des masques, les N95, qui captent 95 des particules de 0,3 microns. C'est la définition de N95. Mais c'est probablement inférieur à ça, le diamètre des particules, parce que les virus sont plus petits que ça, puis ça fonctionne. Alors, il y a aussi des KN95 qui sont l'équivalent chinois du N95, qui est un produit américain. Malheureusement, dans les KN95 qui respectent les mêmes normes, il y a eu beaucoup de faux. Il y a eu beaucoup de contrebande de faux masques N95. C'est ça qui est arrivé en Colombie-Britannique. Dans le fond, ici, ce qui est intéressant, c'est le mindset des ingénieurs versus le mindset des médecins, des infectiologues, qui, eux, vont vous dire que dans les contaminations, à part dans les endroits là, où il y a un paquet de patients qui ont des cas très avancés de COVID, comme c'est arrivé dans la première vague dans les CHSLD, où ça pullulait, il y avait du virus absolument partout, pas de ventilation. Probablement que la N95 est tout à fait indiquée là, parce qu'il y a du transfert par aérosol. Toutefois, dans la plupart de nos hôpitaux, surtout les plus modernes, les contaminations se font par gouttelettes, minimum 95 %, puis peut-être plus haut que ça. Alors, donc, on va voir comment ça va s'appliquer. Il y a encore beaucoup de gris dans l'application de cette directive de la CNESST à l'heure actuelle. Bien sûr, il a fallu lutter, puis je vais revenir tantôt, contre les directives qui ont été émises par toutes les associations médicales qui voulaient tous avoir les N95. Ça a été un problème, mais on a passé à travers en respectant les normes scientifiques. La dernière diapo. Dans le fond, les facteurs critiques de succès. La première, c'est la gestion rigoureuse selon la science. Durant la première vague, je vais prendre un exemple, les gastro-entérologues du Québec, l'Association des gastro-entérologues, qui en fait une association syndicale, a émis une directive en disant ça prend des N95 pour tout ce qu'on fait en digestif haut et bas. Alors non, il n'y a pas d'aérosol qui est généré en digestif haut et bas, surtout pas bas. Donc, on n'a pas suivi cette directive-là. Il a fallu tenir le cap. Je ne vous dis pas que ça a été facile, mais on a tenu le cap à cause de la présence de nos autorités en PCI au centre de commandement. Le deuxième facteur critique de succès, c'est les infrastructures. Les éclosions, quand on regarde le nouveau CHUM, le nouveau CUSUM, les nouveaux hôpitaux versus les anciens hôpitaux. J'ai dirigé Sacré-Cœur pendant 6 ans, qui a été bâti en 1923. Maisonneuve-Rosemont, le Montreal General, on a eu énormément d'éclosions. Il n'y a pas de ventilation, il y a des chambres multiples. Ce sont des hôpitaux d'un autre âge. Donc, les infrastructures jouent un grand rôle. La plupart de nos CHSLD sont vieux, vétustes. Donc, il y aura des leçons à tirer de ça en termes d'infrastructure. Je suis certain dans l'enquête du coroner présentement sur les CHSLD, ça va ressortir de façon assez marquée. La force de l'équipe, je l'ai mentionné. La diversité, hein, aussi, j'en ai pas parlé, mais la diversité au CUSUM est très, très présente. Vous savez, on a des anglophones, des allophones, des francophones, des autochtones. On est ceux qui traitent le plus les Inuits et les Cris qui viennent à Montréal pour recevoir des services spécialisés. On a aussi beaucoup de diversité au conseil d'administration. Sur 19 personnes, on a une majorité de femmes. On a 6 personnes racisées sur 19. Et sur 6 personnes racisées, on a 5 femmes racisées.
Donc, tout n'est pas parfait au CUSUM en termes de diversité, mais quand même, on a un bon bout de chemin de fait si on se compare à la moyenne du réseau de santé québécois. Donc, l'équipe est très forte. Je suis très fier de diriger cette équipe. Vraiment une équipe exceptionnelle au CUSUM. Le mode de gestion, on est en mode d'urgence. On gère en CCMU. Ça crée des insatisfactions. Hein? Une directrice des finances qui emmène très large dans l'organisation par sa compétence, qui n'est pas là autour de la table parce que les budgets ne sont pas notre priorité numéro un de ce temps-là, ou encore des gens qui voudraient être là, par exemple, au laboratoire. On a des médecins de laboratoire qui voudraient être là. Ils ne sont pas là. Ça crée de l'insatisfaction qu'on a dû gérer. Mais en même temps, on a tenu le cap. Si on a trop de monde autour de la table, c'est impossible de gérer une pandémie de ce type-là. Communication, comme disent les Américains, communicate or perish. Toutes les semaines ou presque, ici, on a un webinaire auquel assistent 1200 à 1500 personnes de l'organisation. On revoit les données épidémiologiques. On parle des points chauds de la semaine. Si on a eu des éclosions, la contamination, les équipements de protection, qu'est-ce qui s'en vient avec les vaccins, et on répond aux questions. On fait ça une fois par semaine, puis on essaie de garder nos gens informés. Finalement, dernier point, l'adaptabilité des individus, des équipes et de l'organisation. Tout change rapidement, rapidement. Tu vois, les normes, par exemple, pour les N95, ça date de la semaine passée. C'est nouveau. Ça va à l'encontre de ce qu'on appliquait jusqu'à maintenant. Ce matin, j'apprends qu'on aura peut-être à Montréal une très, très grande quantité de vaccins à administrer dès la semaine prochaine pour une période de 2 semaines pour compenser l'équité épidémiologique. Donc, il faut qu'on se revire de bord. Quelle est notre capacité maximale? L'ensemble des 10 établissements montréalais, on a un appel conférence tantôt cet après-midi pour voir si on est capable d'administrer la quantité de vaccins qui est annoncée par le ministère, possiblement. Donc, il faut se revirer constamment, être très, très adaptable, être vite. Et je pense que ce sont les conditions principales, les facteurs critiques de succès qu'on a eu au CUSUM. On est content de ce qu'on a fait. On a hospitalisé plus de 1600 malades avec la COVID-19. Je vais toucher du bois. On n'a perdu encore aucun membre de notre personnel, même si un petit nombre ont été hospitalisés. Ils sont tous bien. Ils sont tous guéris. On a eu des éclosions. On les a managés quand même assez bien. Notre expertise en PCI a été utilisée dans plusieurs établissements du réseau qui étaient en difficulté avec le contrôle des infections. Donc, on est content. Le climat n'est pas si mal au CUSUM présentement. On n'a pas les exodes de personnel comme on voit ailleurs dans le réseau. Donc, je suis très, très content de ça. On essaie de rester près de notre personnel. Puis finalement, on a l'adhésion des médecins. Écoutez, ce n'est pas facile là, quand je prends, par exemple, je vais prendre un gastro-entérologue puis je vais lui dire, toi, tu vas aller t'occuper d'un patient COVID. Alors, lui, il devient comme un résident. Là. Il y a un patron infectiologue ou pneumologue, puis lui ou elle agissent comme résident. Pourtant, ce sont des médecins spécialistes qui ont un fellowship, qui ont fait 2 ans après leurs 5 ans de spécialité. Mais ils sont mis dans le rôle de résident et ils travaillent avec un patron qui connaît vraiment la COVID. Et c'est comme ça présentement qu'on a réussi à traiter nos malades. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais essayer, j'espère être en mesure de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Dr. Kfeller. Donc, très intéressant. Avant peut-être de juste passer aux questions, j'aimerais en fait saluer Monsieur l'honorable Emmanuel Dubourg, député de Bourassa à la Chambre des communes du Canada. Donc, j'aimerais en fait le saluer. Et puis, je crois que Dr. Kfeller aussi, j'aimerais lui dire bonjour peut-être. Ben oui, M. Dubourg était un de nos députés quand j'étais au sud du nord de l'île de Montréal. Alors, j'ai eu la chance, le privilège de le côtoyer. Voilà, alors Monsieur Dubourg, merci beaucoup d'être parmi nous. Donc, c'est un honneur de vous recevoir. Merci beaucoup. Donc, voilà, alors je vais passer aux questions. J'ai une première question ici du professeur Andrew Papadopoulos. D'après vous, comment devrions-nous procéder à l'ouverture des cégeps et des universités? Est-ce que la vaccination est incontournable? Est-ce que le modèle des écoles secondaires est à imiter? C'est une bonne question qui s'adresse à quelqu'un qui n'est pas virologue, j'entends beaucoup, beaucoup parler de ces questions-là. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a quand même de l'évidence qui existe, de l'OMS, entre autres, sur le fait que l'ouverture des écoles primaires et secondaires n'ont pas eu un énorme impact sur la contagiosité et la transmission communautaire. Bien entendu, les étudiants de cégep et d'université sont un peu plus mobiles, un peu plus actifs.
Ils ont une gamme d'activités beaucoup plus large qu'un étudiant, un écolier du primaire. Alors, je pense qu'il faut y aller graduellement. Je lisais aussi cette semaine quelqu'un qui disait, écoutez, on est en train d'éteindre un feu, puis quand on va baisser la pression de l'eau, le feu va repartir. Donc, ce sont des opinions qui sont divergentes et je pense qu'il faut y aller prudemment. Le vaccin va nous aider et je pense que la disponibilité des vaccins va augmenter rapidement au cours des prochains mois. On reçoit présentement des signaux intéressants à cet effet-là. Et si on peut atteindre ce qu'on appelle l'immunité de masse, là, qui est à partir de 70 mais plus on va tendre vers 70, 75, 80 plus on va avoir des chances de mettre fin à la pandémie. Est-ce que le virus va muter? Il mute le virus déjà. Ces virus-là mutent facilement. Il y a déjà des variants qui existent, on en parle, le variant de la Grande-Bretagne, le variant d'Afrique du Sud, il y aura peut-être un variant québécois à un moment donné. Est-ce que ces variants-là seront sensibles au vaccin? Pour l'instant, ils semblent l'être, certains moins que d'autres. On verra. Est-ce qu'on aura éventuellement un vaccin combiné grippe, coronavirus à l'automne chaque année avec les nouveaux variants? C'est aussi une possibilité. On verra. Mais je pense qu'il faut y aller prudemment. Je suis désolé de ne pas pouvoir répondre de façon plus précise à cette question, n'étant pas virologue ou épidémiologiste. Merci beaucoup. Alors, deuxième question de la part de Jordan Fourino. Alors, pour faire suite à votre commentaire en lien avec le bottleneck employé, j'aimerais savoir si les agences de placement sont très présentes dans votre établissement et savoir votre opinion sur cette pratique. Les agences de placement de personnel dans l'établissement sont presque inexistantes, comme le temps supplémentaire obligatoire. Ça n'existe presque pas au CUSUM. Ça existe dans un de nos sites, qui est l'hôpital de la Chine, qui est un hôpital communautaire qui a une problématique particulière, qui est à l'intérieur du CHU pour des raisons historiques. Mais c'est le seul endroit où on a un peu de main-d'œuvre indépendante. Puis du temps supplémentaire obligatoire, on me dit que non, mais je pense qu'on fait pas mal ce qu'on appelle en québécois le tordage de bras, mais il n'y a pas de vrai TSO. Et dans la partie universitaire, il n'y a pas de TSO, ou très, très peu, très occasionnellement, et il n'y a pas d'agence. Le problème qu'on a avec les agences, d'abord, premièrement, c'est du personnel qui vient du réseau. Alors, rien ne se perd, rien ne se crée. Les gens qui quittent le réseau pour aller travailler dans les agences, ce n'est pas une valeur ajoutée au réseau. Deuxièmement, c'est la question de la courbe d'apprentissage. Quand on amène des gens dans des unités aussi spécialisées que les soins intensifs, le bloc opératoire, l'urgence, il y a une courbe d'apprentissage à faire et ce n'est pas évident que toutes les personnes qui travaillent pour les agences ont ces compétences-là. Et donc, souvent, les infirmières me disaient, dans des endroits où j'ai travaillé, où il y avait des agences, une bonne partie de notre temps est consacrée à intégrer et à faire leur courbe d'apprentissage aux nouvelles personnes qui se présentent tous les jours. Merci beaucoup. Alors, question suivante de la part de Jean-Claude Lorrain. Monsieur Jean-Claude Lorrain, donc sa question, est-ce que le fait que la gestion de la maladie dans les CHSLD n'a pas fait la démonstration de l'échec de la dernière réforme des structures du milieu de la santé, hospitalocentrisme, pas de gestionnaire sur le terrain dans les CHSLD? Écoutez, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui contribuent à ça. Certainement, les CIUS et les CIS sont rendus de très grandes organisations. En même temps, je pense que la vétusté de la plupart des CHSLD ont joué un rôle. L'insuffisance des équipements de protection joue un rôle. Le retard mis à constater la sévérité de la situation joue un rôle. Je vous dirais que c'est possible de ne pas avoir de cas dans un CHSLD. Pour des raisons historiques, encore à la Chine, il y a un CHSLD au CUSUM qui abrite entre autres des patients qu'on appelle ventilo-assistés, qui sont soit intubés, qui ont des trachéostomies ou qui sont ventilés 24 heures par jour. 125 résidents. Nous avons été capables de garder ce CHSLD-là sans aucun cas et sans aucun décès depuis le début de la pandémie, mais avec des mesures extrêmes de protection contre l'infection. Donc, les équipements de protection individuelle. Je pense qu'il va y avoir, je m'attends à ce qu'il y ait éventuellement une revision des services offerts aux personnes âgées, comme à la clientèle jeunesse. Et je n'exclus pas la possibilité d'un remaniement dans le réseau, d'un brassage de structures pour tenir compte des leçons qui auront été tirées de l'enquête du coroner qui commence aujourd'hui, et puis du rapport aussi sur les services jeunesse
qu'on devrait voir publiés cette année. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Benoît, quelles sont les qualités communes des personnes choisies pour l'équipe de gestion de crise? Bien, je pense que d'abord, la première des choses, c'est qu'il fallait qu'ils aient quelque chose à contribuer. J'ai pris l'exemple de ma directrice des finances, qui est une personne d'une compétence incroyable, qui est venue du privé, qu'on a recruté il y a quelques années. Mais vous savez, quand le gouvernement vous dit tous les coûts liés à la COVID vont dans un poste de dépense qui ne figure pas à vos états financiers. C'est nous qui allons assumer ces dépenses-là, tout ce qui est COVID. OK? À partir du moment où tu dis ça, la présence de la directrice des finances autour de la table de la cellule de crise devient pas tout à fait nécessaire. Alors donc, il faut contribuer. Alors, par exemple, prévention, contrôle des infections, direction du personnel, bien entendu. Les services techniques ont un rôle incroyable à jouer parce que les infrastructures sont d'une grande importance. Par exemple, à notre vieil hôpital général, alors que depuis des années, on voulait installer la climatisation, on voulait avoir plus de chambres privées, plus de chambres à pression négative pour traiter les patients qui peuvent éventuellement générer des aérosols. On a réussi à faire ça à quelques mois à l'automne parce que le red tape était tombé, les autorisations étaient tombées. Donc, service technique est très important, tout ce qui touche la prévention, le contrôle, tout ce qui touche la logistique, les approvisionnements. Puis ça aussi, c'était des compétences que nous avions perdues parce on a outsourcé ça. On a envoyé ça en impartition à des grandes entreprises comme Cardinal Health, américaine par exemple, qui, eux, remplissent nos tiroirs sur les unités. On n'a plus de personnel qui fait ça. Alors, quand Cardinal Health te dit « j'arrête de livrer parce que maintenant, M. Trump a mis une barrière à la frontière, je ne peux pas livrer de matériel », on n'a pas d'expertise en approvisionnement, en logistique. Et donc, ce sont tous les secteurs qui pouvaient contribuer. Donc, ça a été, puis je pense que je l'ai mentionné tantôt, les secteurs qu'on a décidé de retenir autour de notre table de CCMU. Puis on n'a pas ajouté personne en cours depuis le mois de mars. On pense que les personnes qui sont là sont les bonnes personnes. Merci beaucoup. Alors, question suivante de la part de M. Demers. Qu'est-ce qui crée la dichotomie entre le terrain et les décisions dans le réseau de la santé et comment faire pour mieux aligner et opérationnaliser ces décisions? Bien, ce sont des grandes organisations, entre autres les six surtout, couvrent d'immenses territoires. Par exemple, moi, j'habite dans la région des Laurentides. Le 6 des Laurentides, ça commence à Rosemère, puis ça finit au nord de Mont-Laurier. Alors, la réalité dans les Hautes-Laurentides, à Mont-Laurier, à Rivière-Rouge, et celle d'une banlieue comme Rosemère, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, pour une organisation dont les bureaux sont situés dans les Laurentides, dans le sud des Laurentides, c'est un immense territoire. La gestion de proximité est difficile. Puis beaucoup de gestionnaires, beaucoup de dirigeants ont voulu rapprocher leur équipe de direction. Donc, il y a un certain vide de gestion dans beaucoup d'installations. Tantôt, dans l'autre question qui touchait les CHSLD, l'absence d'un cadre supérieur d'un CHSLD, je pense que ça a été corrigé maintenant, mais à mon avis, c'est une lacune importante. Nous, au CUSUM, on avait la chance d'avoir une directrice adjointe très expérimentée dans notre CHSLD, Camille Piché à la Chine, et je pense vraiment que ça a fait une grande différence. Comme je lui disais quand j'allais à la Chine faire des visites de terrain, Chantal, c'est toi la PDG de l'hôpital de la Chine et de Camille Lefebvre. Si tu as des décisions à prendre, attends pas que je la prenne, prends-la. Alors, et je pense aussi que la gestion du terrain est beaucoup plus facile pour un docteur Brunet au CHUM ou pour moi, qui a un nombre limité d'installations, que pour des cadres supérieurs ou des directeurs DGA, PDG, PDGA, qui travaillent dans une immense région où les déplacements, les distances sont importantes. Merci beaucoup. Alors, question de la part qui va être nostalgique pour vous, la question de la part du docteur Desmarteau, professeur Desmarteau. Donc, alors, question en lien avec la gouvernance. En 1995, le rapport Rochon concluait le système prisonnier est prisonnier de ses acteurs. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est une bonne question, M. Desmarteau. Les questions de gouvernance vous intéressent toujours. Écoutez, je vous l'ai dit dans ma présentation, j'ai été nommé, je suis évalué, je serai renommé ou congédié par le Conseil des ministres. Alors, la question se pose, cette situation qui devait être transitoire, où le conseil d'administration de l'établissement
ne choisit pas son PDG, ne l'évalue pas et ne décide pas de renouveler son contrat ou pas, est une situation qui devait être transitoire et temporaire. Malheureusement, dans le réseau de la santé, on a une boutade, il n'y a rien de plus permanent que les choses temporaires. Mais je pense quand même qu'on va revenir à une gouvernance plus saine au cours des prochaines années. Je pense que ça va être une des leçons de la pandémie, d'avoir une gouvernance locale sur le terrain avec des acteurs qui sont imputables devant leur propre conseil d'administration, ça va revenir. Je pense que c'est une question de temps et je serai tout en faveur de ça. Pour ma part, j'agis envers mon conseil d'administration exactement de la même façon qu'avant 2015. Je n'ai pas intégré le nouveau mode de fonctionnement. Bien entendu, j'ai aussi des patrons à Québec avec qui je prends les mêmes précautions, bien entendu, le même genre de rapport très respectueux, mais en même temps, un rapport basé sur la rigueur de gestion, sur la confiance. Mais j'agis de la même façon avec mon conseil d'administration. Pour moi, il n'y a pas de différence entre avant 2015 et aujourd'hui, même si la loi a été changée. Merci beaucoup. Alors, question suivante. Donc, Joël Fonga, j'espère que je prononce bien. Que faites-vous pour rassurer la population par rapport au vaccin, car beaucoup de personnes sont sceptiques? OK, oui, il y a eu pas mal de scepticisme dans la population, puis chez nos employés aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde par catégorie d'employés, 100% des médecins, puis là, il n'en manque pas un, à qui on a offert le vaccin, se sont rués pour recevoir le vaccin. On a même quelques petits fins finaux qui ont sauté la ligne et qui sont allés se faire vacciner ailleurs. Mais en général, 100% des médecins ont accepté la vaccination. Pour les gens qui travaillaient aux soins intensifs et les inhalothérapeutes, c'est à 93%. Pour les infirmières, en général, c'est 80%. Pour les soins intensifs, on est à 92%. Pour le personnel des services techniques, cafétéria, buanderie, on était à 50% d'intention de se faire vacciner. Alors, la question, c'est qu'est-ce que ces gens-là qui se font vacciner savent que moi, je ne sais pas? Et enfin, on a fait une campagne de marketing auprès de notre personnel où on a amené des membres du personnel qui ont été vaccinés. On leur a expliqué pourquoi il était important de se faire vacciner pour revenir plus rapidement à une vie normale, pour éviter de contaminer leurs proches, éviter de contaminer les patients. Puis la semaine passée, on a vacciné 3 750 personnes qui avaient refusé le vaccin dans une première vague. On est maintenant presque à 9 000 personnes vaccinées sur 12 000 employés. Les 3 000 personnes encore n'ont pas été priorisées pour le vaccin. Fait qu'on a des taux de vaccination au CUSUM très élevés. Bon, c'est un hôpital universitaire, on s'y attend. Par contre, il a fallu une campagne de marketing active, il a fallu insister. Je suis allé rencontrer les employés, leur expliquer pourquoi c'était important de se faire vacciner et pourquoi c'était vraiment la voie de sortie de cette maladie-là. Et tout le monde a passé le même message. Donc, on est très, très content des résultats de vaccination du CUSUM. Merci beaucoup. Alors, question suivante de la part de Madame Lucie Morin, cette fois-ci. Donc, vous avez mentionné l'importance de bien sélectionner son équipe de gestion. Quelle est la compétence de gestion la plus importante que vous, personnellement, vous recherchez? C'est une bonne question. Je pense que ça peut varier selon le poste. Par exemple, si je cherche une directrice des affaires médicales, je cherche bien entendu un médecin. Dans un milieu comme le CUSUM, ça doit être un médecin spécialiste, même si moi, je suis médecin généraliste, je ne suis pas directeur médical, je suis le PDG. Alors, ça prend un médecin spécialiste, ça prend quelqu'un qui a une crédibilité clinique auprès de ses collègues, puis qui a une feuille de route. Ça ne peut pas être quelqu'un qui vient de graduer. Alors, par contre, si je vais du côté d'une directrice des finances, ça prend quelqu'un qui a une grande rigueur, qui a une probité et une honnêteté à toute épreuve, considérant les antécédents du CUSUM sous ce rapport dans le passé, et quelqu'un qui est capable de venir du privé, puis s'intégrer dans un milieu comme le milieu public où la comptabilité, les finances sont complètement différentes. En ressources humaines, je pense que ce sont des compétences qui sont transférables. Il y a plusieurs directeurs des ressources humaines, directrices des ressources humaines du réseau qui viennent du privé. Pour moi, c'est des gens qui doivent être des joueurs d'équipe, qui ont un track record, qui sont bien formés. Je ne conçois pas que quelqu'un puisse être directeur dans une grande organisation comme les nôtres présentement sans avoir une formation de base, soit comme clinicien ou dans un secteur d'activité d'un établissement, plus une formation en gestion
idéalement le niveau maîtrise. En fait, si on n'a pas une maîtrise en gestion, il est difficile d'accéder à un poste de direction dans une grande organisation de la santé maintenant. Il en reste seulement 34. Il n'y en a plus 182. Alors, la maîtrise est le palier de base d'entrée. Merci beaucoup. De préférence, une maîtrise MBA pour cadre à l'ESG UQAM, J'ai fait évidemment. mon pitch en début de présentation. D'accord. Je fais juste rappeler. Donc, de la part de M. Sylvain Forger, donc, question, est-ce qu'il y a des mécanismes en place pour partager les bonnes pratiques avec les autres établissements du réseau de la santé? Oui. Par exemple, on a été appelé à plusieurs reprises à intervenir dans d'autres établissements qui étaient en éclosion avec notre équipe de prévention et contrôle des infections, y compris dans des hôpitaux universitaires qui étaient en difficulté, parce qu'on a une expertise très, très poussée dans ce domaine-là, soit à la demande du ministère ou à la demande des établissements qui nous disent, tu nous donnerais-tu un coup de main avec ton équipe de PCI, venez faire un tour, faites-nous des recommandations, faites-nous un rapport. Donc, du point de vue PCI, il y a eu énormément d'échanges de bonnes recettes. Ça se passe aussi au niveau dans les différentes tables. Le ministère, par exemple, a une table des directeurs des ressources humaines, a une table des directeurs des services techniques. Donc, il y a des tables sectorielles où ils s'échangent beaucoup d'informations. Bien entendu, il y a le téléphone arabe aussi, où on appelle des collègues. Docteur Brunet, au CHUM et moi, on se parle régulièrement. Je parle un peu moins souvent à mes collègues à Québec et à Sherbrooke, mais on se parle aussi souvent, mais pas aussi souvent, mais occasionnellement. Docteur Brunet, il ne se passe pas une semaine où on n'échange pas sur ce qu'on est en train de faire pour s'assurer que nos pratiques sont alignées. Puis si un a une bonne idée, on s'enligne. Très bien, merci beaucoup. Alors, de la part du professeur Noël Mallette, quel est l'effet appréhendé ou mesuré sur la mobilisation des effectifs des décrets modifiant drastiquement les conditions de travail? C'est très difficile. Puis on le voit présentement. Les décrets sont utilisés de plus en plus avec parcimonie parce qu'on s'est rendu compte que c'était un peu contre-productif. On les a utilisés quand on en a eu vraiment besoin. Moi, je rappelle qu'au mois d'avril, le 15 avril, là, on découvre la résidence Héron, là, au CHSLD privé Héron, des gens qui n'ont pas été nourris, qui n'ont pas été déshydratés, qui sont dans leur couche souillée depuis des jours. Puis c'est la directrice médicale du CIUS de l'Ouest qui arrive là un dimanche soir, qui a entendu des rumeurs, qui rentre et qui ne trouve aucun membre de personnel dans cette résidence-là et qui fait rentrer son mari et ses 2 enfants pour faire boire les patients et commencer à les changer. Donc, dans un contexte comme ça, pour moi, l'utilisation du décret était nécessaire. C'est une question de dignité humaine. On n'en est plus là. À l'heure actuelle, on est basé sur le volontariat. Avant les fêtes, au mois de novembre, début décembre, il y avait une situation dramatique au Saguenay-Lac-Saint-Jean où le personnel était complètement débordé par cette deuxième vague qui était en fait leur première vague. Et on a envoyé une quinzaine d'infirmières pour 3 semaines là-bas. Ces filles-là ont été accueillies en sauveur, vraiment. Et donc, c'était tout sur une base volontaire. Elles sont heureuses d'être allées. La même chose va se reproduire avec la vaccination. Imaginez-vous, on veut vacciner autant que possible 80 des 8, quelques millions d'habitants au Québec. Alors, ça va prendre beaucoup de personnel, donc ça va dépendre du volontariat aussi. Mais en même temps, le personnel qu'on va envoyer là, il ne pourrait pas être dans nos hôpitaux à faire des cas de cancer ou des cas de cardiaque. On va essayer d'aller chercher du personnel retraité et peut-être du personnel du réseau qu'on va former. On aimerait ne pas envoyer l'infirmière si c'est possible. On veut garder nos infirmières pour les hôpitaux. Donc, on va les former. Il va y avoir un programme de formation, mais ça va être basé sur le volontariat via le Je contribue, l'outil Je contribue qui a été mis sur pied par le premier ministre Legault durant la première vague. Merci beaucoup. Alors, de la part de Madame Karina Goufanti, donc en lien avec le service des approvisionnements, quel a été selon vous votre facteur de réussite? Je pense qu'on a raté complètement la première vague. Quand tu es sur le téléphone tout un week-end pour chercher des N95, puis tu appelles tes collègues PDG, puis tu es supplié de te prêter des N95, c'est parce qu'on a raté notre coup en approvisionnement en première vague. Depuis ce temps-là, on a complètement revu nos façons de faire. On a apporté des changements à la structure de la direction, au rôle de responsabilité.
On a accordé à l'approvisionnement et à la logistique une importance qu'on avait délaissée au cours des dernières années via l'impartition. Donc, la deuxième vague, ça va mieux, mais il faut dire que les stocks, les arrivages de matériel sont en très, très grand nombre. Maintenant, on n'a pas de problème à l'heure actuelle de pénurie d'équipement, mais on a quand même revu complètement nos façons de faire et déjà, ça a des impacts positifs sur l'organisation. Merci beaucoup. Question suivante de la part de M. Gnawa Zoabli. J'espère que je prononce bien. Alors maintenant qu'on a vécu la première et la seconde vague, quelles sont les leçons apprises au niveau de la gestion de la pandémie? Donc, il y a plusieurs questions. Je vais peut-être aller une à une. Donc, je vais vous poser la première. Donc, quelles sont les leçons apprises au niveau de la gestion de la pandémie après après la première et la seconde vague? Bien, je les ai abordés un petit peu. Donc, la gestion de crise. On est vraiment dans une crise. On ne peut pas gérer avec un comité de direction qui a 25 personnes. C'est une gestion qui est quotidienne. Il faut résoudre les problèmes. Il n'y a rien qui peut traîner. Les gens veulent des réponses rapidement. Il faut s'occuper des humains. Il faut essayer de préserver le climat. Il faut communiquer. Il faut s'assurer qu'on a les bonnes personnes aux bonnes places. Malheureusement, les plans d'amélioration individuelle des gens en pandémie, ça ne fonctionne pas. Des fois, il faut se résoudre à apporter des changements rapidement. Si les gens ne font pas le travail, on peut les réaffecter ailleurs, dans d'autres fonctions. Communiquer, c'est excessivement, excessivement important. Vraiment, c'est la chose, je dirais, pour garder le climat, le moral dans l'organisation, il faut que les gens sachent où s'en va l'organisation. Il faut être adaptable, je l'ai mentionné tantôt. Il faut être prêt à se revirer sur un dixaine, comme on dit en québécois, parce que les choses changent tout le temps. Les directives ministérielles, à un moment donné, changeaient toutes les semaines, toutes les directives. Juste garder ça à jour, c'est une tâche herculéenne. Donc, c'est le site Web. Il y a des gens qui travaillaient sur le site Web à temps plein. On a utilisé l'Intranet pour garder les directives à jour du ministère. C'est la seule façon avec laquelle il a fallu délaisser le papier complètement. On a délaissé les fax dans le réseau de la santé. Donc, ça a été un des bons points de la pandémie. Donc, c'est pas mal les points. Puis les autres choses que j'ai mentionnées. S'assurer de l'adhésion des médecins dans une organisation comme la mienne qui est très, très médicale. Il ne faut pas que tu perdes tes médecins. Parce que si tu perds tes médecins, tu perds l'organisation. Donc, l'autre question corollaire, peut-être que vous avez répondu, disons partiellement, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. La question va comme suit. Donc, que ferions-nous différemment si une troisième vague serait causée par les variants? OK, bien là, il faudra voir qu'est-ce qui va arriver exactement. Est-ce que ces variants-là vont répondre ou pas à la vaccination? Si les variants ne répondent pas à la vaccination, si éventuellement des variants ne répondent pas à la vaccination, on va avoir un gros problème. On va peut-être avoir une pandémie qui va tourner à travers le monde pendant quelques années. Ça va vraiment être un problème. Même s'ils répondent à la vaccination, on va devoir adresser à un moment donné l'inéquité claire entre les pays du tiers-monde et les pays occidentaux, puis les pays du G20 qui ont accès à des vaccins en très, très grande quantité, qui ont acheté des surplus de vaccins. Le Canada est un très bon exemple, parce qu'à un moment donné, si on veut se débarrasser du coronavirus, puis ça ne serait peut-être pas possible, il va falloir qu'il y ait une équité planétaire d'accès aux vaccins. On n'est pas rendu là. Mais quoique là, les volumes commencent à augmenter, puis avec l'approbation des nouveaux vaccins, j'espère que ça va nous donner un coup de main aussi. AstraZeneca, Johnson & Johnson, les autres vaccins qui s'en viennent. Donc, pour la troisième vague, je pense qu'on était déjà meilleur pour la deuxième vague pour la prévention et le contrôle des infections, l'utilisation des équipements de protection individuelle, ne pas mélanger les clientèles, s'assurer que le personnel travaille seulement dans une zone verte, jaune ou rouge. Alors, on a appris beaucoup de leçons. Il faut réaliser qu'il y a 14 mois, on n'avait jamais entendu parler de ce virus. Alors, on a eu une courbe d'apprentissage très, très abrupte à faire, mais on a beaucoup appris durant cette première année. Merci beaucoup. Alors, question toujours de la même personne, donc Monsieur Gnawa Zouabli. Donc, comment le COVID a affecté les mandats ou orientations des centres de recherche du CUSUM? Oui, très bonne question. Le centre de recherche du CUSUM a continué ses activités de recherche. Par contre, il y a eu beaucoup, beaucoup d'énergie et de ressources qui ont été, si vous voulez, dirigées vers la recherche sur le COVID. OK?
Alors, il y a plusieurs équipes chez nous qui font de la recherche sur la COVID, sur différents traitements, sur l'épidémiologie, sur la virologie. Donc, il y a énormément d'équipes qui ont réorienté leur recherche vers la COVID à l'heure actuelle. Il y a d'autres recherches qui sont poursuivies, qui ne touchent pas la COVID. Par contre, là, les volumes d'activité ont diminué en cardiologie, en cancer, dans beaucoup de spécialités. Et donc, ces activités de recherche-là ont été un peu ralenties. En plus, on a utilisé les locaux du centre de recherche, parce que dans un centre de recherche comme celui du CUSUM, il y a bien entendu des espaces cliniques, là. Il y a des lits, il y a des unités hospitalières à l'intérieur du centre de recherche, parce qu'on fait de la recherche clinique. Alors, on a réquisitionné ces espaces-là pour y soigner des patients COVID. Et donc, bien entendu, il y a certains protocoles de recherche qui ont dû être mis sur la glace ou transférés dans d'autres locaux, ou les deux, dépendant de l'échéancier. Donc, la recherche est très orientée COVID présentement, mais l'ensemble de l'argent de recherche qui est disponible présentement en Amérique du Nord et au Canada, c'est pas mal orienté COVID, les nouveaux programmes. OK. Dernière question, toujours donc de M. Gnawa. Qu'est-ce qui ne sera plus pareil dans la culture organisationnelle du réseau de la santé? Je pense que la vigie de ce qui se passe dans le monde en termes de maladies infectieuses va être beaucoup plus forte, beaucoup plus marquée. Moi-même, quand je cherchais des N95 au mois de mars et avril, les fins de semaine, puis qu'il n'y en avait plus dans la réserve gouvernementale, je peux vous dire que je m'en voulais énormément de ne pas avoir réagi plus vite aux nouvelles que j'ai entendues de Wuhan entre Noël et le jour de l'an. J'aurais dû, surtout que j'ai été formé en santé publique aussi, mais je ne suis pas tout seul qui n'a pas réagi. Mais on aurait dû réagir plus vite que ça. On aurait dû essayer de mettre la main sur des équipements de protection individuelle, puis aussi commencer déjà à se préparer. On a peut-être perdu un mois là, à ce moment-là. Je pense qu'on va être plus à l'affût. Je pense aussi que il y a, pour l'ensemble des réseaux de santé sur la Terre, je pense qu'on va se rendre compte qu'on est interdépendant. Qu'est-ce qui se passe dans un pays qui est assez loin, comme la Chine, ou ça sera un autre pays éventuellement. Tantôt, je mentionnais que la grippe espagnole, ça a commencé au Kansas. Alors, je pense qu'il faut être à l'affût de ça et il faut être constamment prêt à s'adapter rapidement. Comme je l'ai dit tantôt, je m'attends à ce qu'il y ait des modifications à la structure du réseau de la santé. Peut-être pas tout de suite. On va attendre les rapports. Il y aurait des élections en 2022. C'est statutaire. Il y a des élections à l'automne 2022 au Québec. Je ne serais pas surpris que dans le programme électoral de 2022 au Québec, il y ait des annonces de changements structurels au réseau de la santé. Merci beaucoup. Alors, question suivante de la part de M. Jean-Claude Lorrain. Comment l'expertise et l'efficacité que vous avez développées dans votre organisation pourraient-elles exporter vers des centres comme Héron ou le CHSLD Sainte-Dorothée? Oui, ben, on a exporté cette expertise-là dans plusieurs CHSLD à Montréal, surtout dans l'ouest de l'île et en Montérégie au cours de cette pandémie. Et nos recommandations ont été appliquées avec un certain succès. Donc, on est disponible, on est prêt à partager nos recettes. Il y a une tradition dans le réseau de la santé, hein, où on partage nos protocoles sans aucun problème, là, à condition qu'on cite la provenance du protocole. Donc, tous nos protocoles, nous, sont disponibles pour les collègues. Le problème qu'il y a, c'est qu'ils sont souvent mis à jour, surtout en période de pandémie. Donc, il faut s'assurer qu'on a la dernière version. Donc, ça implique que si vous importez un de nos protocoles, il faut revenir sur notre site Web régulièrement pour vérifier si le protocole n'a pas été amendé. Présentement, on est tout en train de revoir l'utilisation de l'N95 là, dans les milieux chauds suite à la directive de la CNESST. Donc, cette expertise-là peut être exportée. Puis, il y a des choses qu'on a prises ailleurs aussi. Donc, quand on entend parler d'un bon coup ailleurs, on l'importe autant que faire se peut. Merci beaucoup. Alors, question suivante de la part de M. Yuan P. Donc, on apprend de ses erreurs et vous avez évoqué plusieurs leçons apprises. Est-ce que des mesures sont déjà étudiées afin d'éviter de reproduire les erreurs du COVID-19 dans le moyen et le long terme? Par exemple, la sous-traitance 100% des approvisionnements, etc. Je pense que ce sont des décisions, pas seulement d'établissements, c'est aussi des décisions des États. Est-ce que le Canada doit avoir un potentiel de fabrication de vaccins?
au moins une infrastructure avec une capacité d'expansion rapide aux besoins? À mon avis, oui. Le Canada s'était fait connaître par son expertise en vaccins. Je rappelle qu'il y a des vaccins qui ont été inventés au Canada. Le vaccin Salk qui a été inventé à Toronto contre la poliomyélite. Et je me souviens de l'Institut Armand Frappier qui nous fournissait nos vaccins quand j'étais jeune médecin et que je vaccinais mes patients. Tout ça est parti maintenant. On a un paquet de virologues, des experts qui participent à la création des vaccins, à leur élaboration pour des entreprises qui sont situées à l'extérieur du Canada, souvent des multinationales, mais on n'a aucune capacité de production de vaccins. C'est la même chose pour les équipements de protection individuelle. Là, on a maintenant des N95 qui sont faits au Québec. Donc, je pense que est-ce que pour un pays comme le Canada, comme une province comme le Québec, la nécessité d'avoir une certaine capacité stratégique, vitale de production de certains produits. Et là, je pense que ça va être une des leçons de la pandémie. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions sur le chat. Par contre, j'aurais moi une question, Dr. Kfeller, si vous permettez. Donc, en fait, là, on parle aujourd'hui un peu donc d'une gouvernance qui s'oriente vers l'agilité, vers donc, tout ce qui est agile, puis tout ce qui est résilience. Le problème avec ça, c'est que ça amène en fait je dirais, une prédominance du court terme sur le long terme et ça affecte la gouvernance donc d'une façon importante. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez des discussions par rapport, c'est-à-dire comment répondre, je dirais, à cette nouvelle façon de faire les choses qui s'impose dans le contexte et comment équilibrer toujours je dirais, ces préoccupations de long terme versus, je dirais, toutes les parties prenantes là, versus évidemment donc les objectifs opérationnels qui sont plus, je dirais, qui sont poursuivis par le agile ou par la notion de résilience en général. Donc, je ne sais pas si vous pouvez… Oui, notre latitude est relativement limitée sur l'atteinte des objectifs qui sont dictés par le gouvernement et le ministère. Toutefois, on a commencé, nous, une réflexion stratégique ici. J'ai une réunion cet après-midi à ce sujet-là. La question, c'est, on est convaincu que le COVID-19 est un game changer. Ça va changer énormément de choses. Par exemple, la conférence qu'on a présentement tous ensemble, ça aurait été impensable il y a 10 ans ou il y a 5 ans ou même peut-être il y a 2 ans. Donc, ça veut dire beaucoup de choses pour les voyages d'affaires, ça veut dire des choses pour les compagnies aériennes, mais ça veut dire aussi des choses pour l'hôpital. Certainement, au niveau des infrastructures, ça va prendre des décisions très courageuses puis des investissements massifs parce qu'on ne peut plus se permettre d'avoir des hôpitaux à chambres multiples, vétustes, sans ventilation parce qu'on a vu l'effet que ça a, les impacts terribles que ça a sur la clientèle. Il faut aussi se questionner sur l'hôpital du futur. Ça va ressembler à quoi l'hôpital du futur? On avait l'habitude de jauger un hôpital par rapport à son nombre de lits. Est-ce que l'hôpital du futur, ce n'est pas plutôt un ensemble de plateaux techniques d'un certain niveau d'expertise dépendant de la catégorie d'hôpital, plutôt qu'un ensemble de lits? Parce qu'on s'en va aussi vers une médecine personnalisée. On sait qu'on s'en va vers ça. En cancer, par exemple, de plus en plus, on ne traite pas le cancer du poumon, on traite votre cancer du poumon, dépendant de votre génétique, dépendant du type de tumeur, dépendant des mutations qu'il y a dans votre tumeur. Donc, on s'en va beaucoup vers une médecine personnalisée. Le big data, l'intelligence artificielle, machine learning, tout ça nous amène vers ça, vers la médecine personnalisée. Donc, on est en train, surtout pour les CHU, puis Dr. Brunet fait exactement la même réflexion au CHUM, à Sainte-Justine aussi, au CHUC à Québec. On est en réflexion sur quel est l'hôpital universitaire du futur. Puis certainement que ce qui s'est passé avec la COVID va certainement influencer énormément notre réflexion là-dessus. Mais oui, la réflexion stratégique pour le futur, elle est débutée. Puis en même temps, si on avait fait une démarche de réflexion stratégique l'année passée, en 2019, il y a 2 ans, puis que la COVID était survenue, il y a des bonnes chances que ça aurait changé complètement le résultat de notre opération de réflexion stratégique. Oui, et je dirais, je terminerai avec une autre question qui est toujours, donc, disons, qui vient de moi. En fait,
par rapport à ce que vous venez de dire, justement, par rapport au futur, la planification stratégique actuelle souffre d'un problème énorme, c'est qu'on se base sur les certitudes et sur les projections de choses qui sont connues et on se projette vers le futur avec plus ou moins, là, en essayant de trouver des certitudes pour avoir des stratégies. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans un contexte turbulent où, en fait, c'est très difficile de prévoir ou de prédire ou de faire des projections parce qu'on s'en va dans des directions qui pourraient être très différentes par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que la planification par scénario, croyez-vous que c'est quelque chose que pour vous, là, ça devrait être quelque chose d'important à intégrer dans votre démarche ou est-ce que c'est encore juste de la futurologie? Puis je parle là de la planification par scénario, là, basée sur une méthodologie, etc., donc éprouvée, là, comme ceux que font, par exemple, Shell et d'autres. C'est une des hypothèses qu'on regarde présentement parce que, comme vous le dites, il y a trop d'incertitudes. Puis, tu sais, on a tendance à se dire, dans quoi sommes-nous bons? Mais on va prioriser ça, alors qu'on devrait se poser la question, dans quoi avons-nous la chance d'être bons dans 10 ans? Dépendant de nos compétences distinctives, du personnel qu'on a, des nouveaux arrivants, des plus jeunes qui viennent d'arriver, parce qu'ici, chaque année, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, qui ont des compétences différentes. Puis, c'est très, très basé sur les compétences du personnel. Les compétences d'organisation, c'est les compétences du personnel jusqu'à un certain point. Bien entendu, il y a la technologie. Ici, on est assez choyé au CUSUM. Nos fondations sont relativement riches, en fait, sont riches, comparées à d'autres centres hospitaliers. Donc, on a un accès un peu plus facile à la technologie. Mais c'est le know-how. Mais certainement que la médecine personnalisée, les traitements individualisés, via l'étude des données regroupées par l'intelligence artificielle, le big data, les banques de données. Au CHUM, c'est le lac de données. Certainement, ça, c'est une tendance lourde. Tout ce que le COVID a amené comme changement, c'est une deuxième tendance lourde. Bien entendu, tout ce qui touche la gestion environnementale est une tendance lourde qui est incontournable. OK? Toutes les questions de diversité qui ne sont pas faciles à aborder nécessairement, surtout dans un milieu universitaire, c'est une tendance lourde aussi. En fait, on a une liste de tendances lourdes qu'on est en train de considérer avec lesquelles on pourrait bâtir certains scénarios selon différentes méthodologies. Mais ça, ce n'est pas encore arrêté, la forme que prendra notre méthodologie. Très bien, excellent. Je crois qu'on a le temps de prendre une dernière question. Il y a une question de Jean Mongeau. Donc, quelle est la place de l'innovation technologique dans votre vision du futur en santé? Je crois que vous avez répondu plus ou moins à cette question-là. Excessivement importante. D'accord. Ici, pour travailler au CUSUM, par exemple, si vous êtes un médecin, vous devez faire votre spécialité. Donc, vous faites votre cours de médecine 4 ou 5 ans. Vous faites 5 ans de spécialité. Vous devez aller faire 2 ans supplémentaires, un fellowship à l'extérieur de Montréal, généralement, soit aux États-Unis, beaucoup, parfois en Europe, en Angleterre ou en France. Et vous revenez avec la dernière technologie, avec les dernières connaissances. Donc, vous avez besoin de la technologie. Et c'est là que nos fondations nous donnent un coup de pouce formidable. Et la technologie est incontournable en médecine. C'est de plus en plus, bien entendu, des interventions qui sont personnalisées. C'est des micro-interventions moins invasives. C'est des médicaments qui ciblent un certain type de cellules cancéreuses avec certaines mutations. La technologie est excessivement importante. On a un projet ici pour une modalité radiothérapeutique qui s'appelle la thérapie protonique, qui n'existe pas au Canada, qui permet de traiter des tumeurs du cerveau et de la tête chez les enfants et les jeunes adultes. On essaie de développer et d'obtenir l'autorisation de déployer cette technologie. Donc, on essaie d'être à l'avant-garde en tant que centre hospitalier universitaire de tous ces développements technologiques-là. D'accord, merci. Peut-être une dernière question avant que je donne la parole à monsieur Dubourg qui va faire une petite intervention. Donc avant, alors la question va comme suit de Madame Claudia Ouellette. On a vu que la résistance du gouvernement à permettre l'accès à de la presse aux hôpitaux, à alimenter le cynisme de la population et potentiellement l'acceptation de la vaccination et des mesures de santé publique. À quel point les organisations comme la vôtre doivent être transparentes pour bien faire leur travail de soutien à la population? Oui, la transparence, c'est important, mais ça se module dans le sens où si vous avez un milieu où il y a beaucoup d'éclosions,
et qu'on interdit toute visite des familles à cause des éclosions, il est difficile d'y laisser rentrer la presse et un caméraman et un journaliste. Donc, on est parvenu, nous, à avoir des interactions avec les journalistes, donner des entrevues en respectant les règles de prévention et de contrôle des infections. Là encore, le dernier mot est revenu à nos équipes de PCI. Quand ces demandes-là sont arrivées au CCMU, c'est la PCI qui a eu le dernier mot. Dans certains milieux, c'était possible. Par exemple, à Camille-Piché, il y a eu notre CHSLD où il n'y a pas eu de cas de COVID. Il y a eu une série de reportages dans la presse cet été. On a eu un reportage dernièrement sur les travaux du docteur Mathias Friedrich sur les complications cardiaques et électrocardiographiques de la COVID chez certains patients. Donc, c'était Découverte qui est venue ici. Donc, oui, mais ça se module parce qu'on ne veut pas non plus laisser entrer dans des milieux en éclosion des grandes équipes de presse ou de télé-radio. Voilà. Merci beaucoup. Modularité, le mot-clé. Très bien, merci. Alors, je donnerai la parole à M. Dubourg, donc, qui va nous dire quelques mots avant qu'on clôture. Il reste encore 3 minutes. Donc, M. Dubourg, s'il vous plaît. Bon, mais merci, M. Kamal Bouzinab. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Très bien. Mais merci beaucoup. Merci de cette opportunité-là que vous m'offrez. Je voudrais saluer Dr. Feller et que j'ai bien le plaisir de revoir. Et moi aussi. Je salue aussi votre engagement parce que on sent à quel point là, vous êtes placé pour cette situation-là avec vos formations côté médical, côté MBA. Ce MBA pour cadre qui, moi, je peux dire dans mon cas, 20 ans plus tard, on voit toute la pertinence et j'en profite aussi pour saluer tout le monde qui participe à cette conférence, mais de façon toute spéciale, M. Desmarteaux, mon ancien professeur aussi, M. Prosper Bernard, j'ai vu M. Cucumel. Écoutez, ce sujet-là, c'est vrai, c'est très intéressant. Nous sommes dans l'urgence et on sait déjà que plus tard, il va y avoir un tas d'autres situations aussi à gérer, question de santé mentale et tout autre problème causé par cette pandémie. Vous le savez aussi, Dr. Feller, que bon, moi, dans mon comté à Montréal-Nord, ça a été l'épicentre à un moment donné. Je sais que vous êtes bien en contact avec Frédéric Abergel qui dirige et puis qui fait un travail extraordinaire aussi, tout ça. Mais la question que j'aimerais vous poser, je sais que, bon, vous l'avez dit, vous êtes en contact avec Québec, le gouvernement du Québec, les ministères, tout ça. Mais j'aimerais savoir, est-ce que vous avez aussi des échanges avec les autorités médicales à Ottawa, par exemple, Dr. Tam et la scientifique en chef pour pouvoir guider vos actions en ce sens? En fait, on a des contacts, mais ils sont indirects via notre association des hôpitaux canadiens, Healthcare Can. Donc, je siège au conseil d'administration d'Healthcare Can. Et donc, nous avons régulièrement des contacts, soit avec les médecins de santé publique à Ottawa, ou même parfois avec certains ministres, où on peut partager des conférences comme celle-là, poser des questions et intervenir. Il existe historiquement au Québec il y a une certaine frilosité à ce que les établissements agissent directement avec le fédéral. Je ne veux pas rentrer là-dessus. Vous êtes l'expert des compétences provinciales et fédérales, mais via notre association nationale, pour laquelle d'ailleurs j'ai eu l'autorisation de la ministre pour siéger au conseil d'administration d'Healthcare Can, il y a pas mal de contacts avec les organes du gouvernement fédéral, M. Dubourg. Je vous remercie et puis encore une fois, merci de cette participation. Merci de nous entretenir aussi. Merci, monsieur. C'est un plaisir de vous revoir, monsieur Dubourg. Moi aussi, enchanté. Alors, merci beaucoup. Donc, il est 13h30, 31. Donc, on est dans les temps. Alors, je crois qu'on vient de clôturer avec donc l'intervention de M. Dubourg et l'échange qu'il y a eu donc avec le Dr. Kfeller. Alors, merci beaucoup, Dr. Kfeller. Donc, merci pour votre disponibilité. Merci pour votre générosité donc de partager avec nous, en fait, ces moments-là et ces informations. Donc, nous sommes très honorés, très intéressants. Nous avons appris beaucoup de choses. Et donc voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose pour clôturer de votre part. Donc, je vous donne. Pour moi. Je vous remercie encore une fois de l'invitation. Ça a été vraiment un plaisir de me rasseoir sur les bancs de l'ESG et de revoir les anciens professeurs et tout le monde. Alors, merci beaucoup et puis à la prochaine.